Finally, after 3 years' work and an expenditure of $2 billion, the atomic experts were ready to test their first bomb. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, In the summer of 1945, the Manhattan Project achieves its aim. Now I am become death, the destroyer of worlds. In 1945, when the United States launched the Manhattan Project, it ended World War II and crowned America into a superpower. On the 12th of August 1945, the long-awaited news hits the headlines. I have received this afternoon a message from the Japanese government, a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. Mais en ce moment même, pendant que nous parlons, un autre Project Manhattan est en cours. Mais cette fois, il se déroule en Chine sans battage médiatique, sans bruit et sans explosion. Mais cette fois, ce n'est pas une bombe, ce n'est pas un missile, c'est une pile informatique. We are in a tech race right now with China. China is working aggressively at AI. This is Manhattan Project 2. Chinese scientists have created a super-fast analog chip to power AI, smartphones, and modern weapons. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries. Et tout comme le premier Project Manhattan, celui-ci est né de la guerre. En octobre 2022, les États-Unis d'Amérique ont lancé une attaque mortelle contre la Chine. Cela a provoqué un choc si massif sur le marché chinois que les actions chinoises ont commencé à s'effondrer. Certaines entreprises ont même perdu jusqu'à 9 à 10 % de leur valeur du jour au lendemain. Et même des entreprises hors de Chine ont perdu environ 240 milliards de dollars en valeur boursière combinée. Tout cela se produisait sans tirer un seul missile. La question est comment est-ce possible? The Biden administration published a large set of export controls on Friday in order to slow Beijing's technological advances. U.S. trade restrictions continuing to make an impact on semiconductor companies such as NVIDIA. NVIDIA's CFO warning that China sales will drop significantly in the fourth quarter. Aujourd'hui, dans cette course à l'IA, les pays investissent massivement dans l'IA. En réalité, même les entreprises utilisent l'IA pour résoudre leurs problèmes. C'est pourquoi, dans cette course à l'IA, en tant que professionnel, si vous ne surfez pas sur la vague, vous serez éliminé de la course. Donc, si vous voulez profiter de cette course à l'IA, vous devez apprendre l'IA afin d'atteindre une super efficacité dans votre travail et d'utiliser l'IA pour faire progresser votre carrière. Pour construire une superpuissance de l'IA, vous devez franchir 3 portes. La première porte est le cerveau, le logiciel EDA. Il s'appelle Electronic Design Automation Software. Comme nous le savons, tous les puces NVIDIA H100 possèdent 80 milliards de transistors. Vous ne pouvez pas assembler ces transistors avec un crayon. Le logiciel EDA est donc le logiciel spécialisé qui détermine l'emplacement optimal pour chaque porte logique sur ce minuscule morceau de silicium. Vous ne pouvez pas concevoir une puce NVIDIA H100 sans un logiciel de conception électronique automatisé. Regardez bien, seulement 3 entreprises dans le monde contrôlent 70 à 75 % de ce marché mondial, Synopsys Cadence et Mentor Graphics. Toutes ces entreprises sont des sociétés contrôlées par les Américains. Vous savez donc ce qu'a fait les États-Unis, ils ont verrouillé ces outils derrière des licences cloud. Cela signifiait que des entreprises américaines comme Synopsys et Cadence ne pouvaient plus vendre ni fournir de support pour ce logiciel avancé à des clients chinois sans obtenir une licence spéciale du gouvernement américain.
Les Chinois ne pouvaient donc plus utiliser l'EDA du tout. C'est ainsi que les États-Unis ont bloqué la première porte. La deuxième porte est la main. Ici, il faut comprendre le monopole d'ASML. Une fois la puce conçue, il faut l'imprimer. Cela nécessite la machine la plus complexe de l'histoire humaine appelée l'outil de lithographie ASML. Cette machine est aussi grande qu'un bus, elle coûte entre 200 et 350 millions de dollars, et c'est la seule machine au monde capable d'imprimer à l'échelle de 3 nanomètres. Savez-vous ce que représente 3 nanomètres? Le diamètre typique d'une particule de coronavirus est d'environ 80 à 120 nanomètres. Donc, 3 nanomètres est 40 fois plus petit qu'une seule particule de coronavirus. Maintenant, le problème était que ASML est une entreprise néerlandaise. La question est donc, comment Biden les a-t-il arrêtés? Eh bien, le gouvernement américain a dit à l'entreprise néerlandaise « Écoute mon frère, tu ne peux pas vendre cette machine à la Chine. » Mais ASML a répondu « Oncle Sam, tu ne peux pas me contrôler, je ne suis pas une entreprise américaine. » Le gouvernement Biden a alors découvert que ASML utilise un produit critique fabriqué aux États-Unis appelé le Cymer Light Source, conçu en Californie. L'Amérique a donc dit « Écoute, mon frère, vous avez construit ASML, nous avons construit le Cymer Light Source. Et ASML ne peut pas être fabriqué sans le Cymer Light Source. Techniquement, ASML ne peut donc pas exister sans l'Amérique. Vous êtes donc sous contrôle américain. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, nous vous interdisons de vendre à la Chine. » La pauvre entreprise néerlandaise n'avait d'autre choix que d'obéir à l'Amérique. La Chine a donc perdu l'accès à la deuxième porte, celle de la machine de fabrication. Ils ont ensuite bloqué la troisième porte qui est le matériel DA, soit les puces NVIDIA. Comme nous le savons tous en octobre 2022 et 2023, les États-Unis ont fixé un seuil de densité de performance qui signifiait essentiellement que toute puce assez rapide pour exécuter une simulation nucléaire devenait illégale à vendre à Pékin. Sur le papier, la stratégie était absolument parfaite. En bloquant les 3 portes, la Chine n'avait aucun moyen de gagner la course à l'IA. Elle n'avait pas les puces, elle n'avait pas la capacité de fabrication et elle n'avait pas le logiciel pour les produire. Tout le monde pensait donc que la Chine était étranglée et que les États-Unis allaient remporter la course mondiale à l'IA. Mais Washington a commis une très grosse erreur. Et cette erreur a donné à la Chine une superpuissance si forte qu'elle pourrait à elle seule détruire la domination américaine dans le monde. La question est donc, quelle était cette erreur commise par l'Amérique? Eh bien, l'Amérique a traité la Chine comme une économie de marché. Ils pensaient que les entreprises chinoises se souciaient des profits trimestriels. Car si vous observez le schéma, il est assez simple. Si une entreprise chinoise dépense 1 milliard de dollars en R&D, elle ne fera aucun profit. Si elle ne fait pas de profit, elle ne pourra pas supporter sa dette. Les actionnaires perdront confiance et l'entreprise mourra. C'est ainsi que fonctionne typiquement une entreprise américaine. D'ailleurs, la Chine fait la même chose à l'Inde. Elle a essayé de vendre des modules solaires, si bon marché en Inde, qu'aucune entreprise solaire ne pouvait survivre. Une fois l'industrie morte, elle pouvait facilement appliquer une surprime de 20% et récupérer ses pertes. C'est ce qu'on appelle le dumping. Et cela continue en Inde à cause de la Chine. Donc, quand les États-Unis ont tout bloqué du matériel au logiciel, les entreprises chinoises auraient dû mourir. Eh bien, devinez ce qu'a dit le gouvernement chinois. Nous nous moquons que nos entreprises soient rentables ou non. Nous continuerons à financer nos entreprises aussi longtemps qu'il le faudra pour devenir indépendants des États-Unis. Le premier objectif est d'éliminer la dépendance envers les États-Unis et ensuite, nous pourrons parler de profit. Voilà ce que pensaient des Chinois. Quand les États-Unis ont coupé la Chine de l'accès aux puces NVIDIA Hatch 100, les Chinois ont trouvé une astuce ingénieuse. Ils ont déployé ce qu'on appelle l'architecture Mixture of Experts pour battre ChatGPT et lancer DeepSeek. Ça paraît technique. Ne vous inquiétez pas, je vais l'expliquer de manière à ce qu'un élève de 5e puisse comprendre. Voici la différence qui existait entre le modèle d'IA chinois et le modèle américain. Quand DeepSeek a été lancé, imaginez un gigantesque hôpital où chaque médecin s'occupe de chaque patient. Dans l'hôpital d'IA américain, si vous entrez avec un genou qui saigne, la réceptionniste appelle tout le monde, le neurochirurgien, le cardiologue, le podologue, le pédiatre et 200 autres médecins. Ils se rassemblent tous dans votre chambre, examinent votre genou et discutent. Puis, à l'issue de cette discussion de groupe, ils concluent « Vous savez quoi? Ganesh a besoin d'un pansement. »
Même si le système fonctionne, il est incroyablement lent, extrêmement encombré et coûte une fortune, car il faut payer 250 médecins très bien payés juste pour soigner un genou qui saigne. Voici maintenant comment fonctionne l'hôpital DeepSeek. DeepSeek a changé les règles de l'hôpital de telle sorte qu'ils avaient toujours 256 médecins spécialistes dans le bâtiment, mais ils avaient une réceptionniste intelligente. Cette réceptionniste, en termes techniques, était le routeur. Quand vous entriez dans l'hôpital chinois, la réceptionniste vous regardait et disait « Oh, vous avez un problème au genou ». Puis, elle réveillait uniquement le médecin spécialiste du genou pour vous aider. Pendant ce temps, les 254 autres médecins restaient en salle de pause. Ils ne faisaient donc aucun travail et n'étaient pas payés pour cette heure. Vous voyez donc que le modèle est techniquement énorme, mais comme seule une petite équipe travaille sur votre problème spécifique, il fonctionne aussi vite qu'un petit modèle. Dans le modèle chinois, vous ne payez que les 5% qui ont réellement travaillé et non les 95% qui dormaient. En termes simples, le modèle chinois a remplacé le géant touche-à-tout par une équipe hautement efficace de spécialistes qui ne travaillent que lorsque c'est nécessaire. L'hôpital américain est le modèle ChatGPT et l'hôpital chinois est le modèle DeepSeek. Les médecins sont les experts et la réceptionniste dans le modèle chinois est le routeur. La deuxième stratégie déployée par les Chinois est la stratégie IKEA. Quand les États-Unis ont interdit les câbles qui permettent aux puces de communiquer entre elles. DeepSeek a inventé le Multi-Head Latent Attention. Je sais, c'est encore technique, mais c'est en réalité très simple. Si vous regardez comment fonctionnent ces modèles, ils fonctionnent efficacement lorsque les puces communiquent continuellement entre elles. Pour faire cette communication de manière efficace, ils ont besoin de câbles extrêmement performants. Et comme d'habitude, l'Amérique a interdit l'exportation de tous ces câbles vers la Chine. Imaginez, vous devez déplacer un canapé d'un endroit à un autre. Avant, les Chinois avaient une grande porte par laquelle ils pouvaient facilement faire passer le canapé. Le canapé ici représente les données qui doivent circuler entre les puces. La porte représente la bande passante des câbles et les maisons sont les puces entre lesquelles les données doivent circuler. Maintenant, l'Amérique est intervenue et a rétréci cette porte. Ils pensaient, si nous rendons la porte plus petite, les Chinois ne pourront plus faire passer les données à travers ces portes. Alors qu'ont fait les Chinois? Ils ont simplement compressé le canapé dans une boîte de type IKEA et ensuite ils ont pu le faire passer facilement par la porte. Ils ont donc transformé le canapé ou les données en un fichier zip et déplacé les données d'une puce à l'autre. Après avoir rendu le logiciel efficace, ils ont déployé leur stratégie de la fourmilière. La puce H100, c'est comme un camion puissant, elle peut transporter de lourdes charges de manière très efficace. En comparaison, la puce H20 de NVIDIA ressemble à un scooter, elle a moins de puissance et est très inefficace. Imaginons que la tâche soit de résoudre 2000 problèmes de mathématiques. Une seule H100 peut résoudre 2000 problèmes par seconde en consommant 700 watts, alors que la NVIDIA H20 ne peut résoudre que 300 problèmes par seconde. Il vous faudrait donc 7 puces reliées ensemble, chacune consommant 400 watts. Au total, l'ensemble H20 consommerait 2800 watts. Donc la consommation énergétique du cluster H20 est 4 fois supérieure à celle de la H5. Le refroidissement devient donc extrêmement coûteux. Même si le travail est accompli, le processus est extrêmement inefficace et très coûteux. Alors qu'ont fait les Chinois? Ils ont dit « Nous nous moquons de la consommation électrique. L'Amérique a les puces, mais nous avons le gouvernement chinois. Si les puces consomment 4 fois plus d'électricité, nous rendrons simplement l'électricité 4 fois moins chère. » C'est là que les Chinois ont lancé le projet East Data West Computing. Regardez cette carte, la Chine est divisée en 2 mondes très différents. Pour visualiser cette folie sur une carte, vous devez comprendre une ligne imaginaire précise qui divise la Chine, la célèbre ligne de Hu. Si vous tracez une ligne diagonale depuis l'extrémité nord-est de la Chine jusqu'au sud-ouest, le côté est représente 43% du territoire, mais 94% de la population. Le côté ouest représente 57% du territoire, mais seulement 6% de la population. Ici, la densité de population moyenne est de 330 habitants par kilomètre carré. Dans les zones urbaines denses, elle atteint 6 000 à 20 000 habitants par kilomètre carré. Mais à l'ouest, la densité moyenne n'est que de 16 habitants par kilomètre carré.
Vous y verrez de vastes régions où vous ne trouverez que 2 à 20 personnes par kilomètre carré. Cette zone est si vide que vous pouvez rouler pendant des heures sans voir un seul être humain. Par conséquent, les terres y sont quasiment gratuites et vous pouvez couvrir 100 000 acres de panneaux solaires et d'éoliennes sans que personne ne se plaigne, car personne n'y vit. Voici donc les choses folles que les Chinois ont construites. Tencent a creusé 5 tunnels massifs horizontalement dans une montagne et y a construit un centre de données de 50 000 serveurs à l'intérieur d'un système de grottes à l'épreuve des bombes. Il prévoit d'atteindre 300 000 serveurs. Vous pourriez demander pourquoi dans les montagnes. Ils sont fous parce qu'à l'intérieur de la montagne, la température est naturellement fraîche, ce qui leur permet d'économiser des millions de dollars en climatisation. Ils ont donc littéralement creusé un tunnel dans une montagne parce qu'ils voulaient des climatiseurs naturels. Et ça ne s'arrête pas là. Ils ont aussi le projet du désert de Gobi. Le désert de Gobi est une région pratiquement aride, sableuse et venteuse. Ils y ont installé des millions de panneaux solaires qui devraient nous fournir 450 gigawatts d'énergie renouvelable dans quelques années. Savez-vous ce que représente 450 gigawatts? C'est plus que l'Allemagne et le Brésil réunis. Même si vous regardez l'Inde pendant notre pic de consommation estivale, nous consommons 250 gigawatts. Un désert chinois produit donc plus d'électricité que la demande de pointe de tout le pays de l'Inde. Voilà à quel point ce projet est fou. Et enfin, ils ont construit un centre de données commerciales sous-marin. Ils immergent d'énormes cylindres étanches, remplis de serveurs au fond de l'océan, pour que l'eau de mer refroidisse naturellement les serveurs sans ventilateur, sans climatisation, sans poussière et sans oxygène. Ils transforment ainsi les déserts en batteries solaires, les montagnes en armoires réfrigérantes, les rivières en générateurs hydroélectriques et le fond de l'océan en réservoir de refroidissement liquide. C'est la raison pour laquelle les Chinois ont pu produire de l'énergie sans effort et faire fonctionner leurs piles extrêmement inefficaces très facilement. Le gouvernement chinois a également offert une réduction de 50% sur les factures d'électricité pour les centres de données des provinces occidentales s'ils utilisaient des puces nationales. Toutes ces entreprises ont donc été obligées d'utiliser non seulement des puces NVIDIA, mais aussi des puces Huawei, même si elles étaient moins performantes. C'est ainsi que Huawei a obtenu des flux de trésorerie sains qu'elle a ensuite investis dans la recherche et le développement de nouvelles puces. Rien qu'en 2023, Huawei a reçu plus d'1 milliard de dollars en subventions directes du gouvernement. C'était pratiquement de l'argent gratuit à taux d'intérêt zéro, et cela figure dans leur rapport annuel sous la rubrique subventions gouvernementales. Les Chinois ont également investi 47 milliards de dollars dans l'écosystème des semi-conducteurs pour aider les entreprises à fabriquer d'excellentes puces. Et le plus drôle, c'est que cet argent n'est allé qu'à des entreprises en perte, afin qu'elles puissent, avec le temps, se développer et générer des profits. Si on compare avec les États-Unis, le gouvernement américain a mis des années à accorder à Intel 8,5 milliards de dollars de prêts et subventions. Mais le gouvernement chinois lui a donné de l'argent gratuit instantanément à ces entreprises avec une seule condition: supprimez l'Amérique de votre chaîne d'approvisionnement. C'est ainsi que la Chine a dépensé tout son argent pour construire une source d'énergie massive, une recherche et développement de pointe, et pour empêcher toutes ces entreprises de puces et de semi-conducteurs de faire faillite. Et voilà ce qui s'est passé grâce à cela, à cause de cette guerre. La Chine a maintenant construit un écosystème technologique complètement indépendant et il est désormais immunisé contre les lois américaines. Les secteurs technologiques et informatiques de la Chine sont en plein essor. La Chine a provoqué des vagues massives dans le secteur de l'IA et des technologies en lançant DeepSeek. The world's second largest economy is putting on a worthy challenge to the US and the tech world. And you also have electric car companies like BYD that are threatening to dethrone traditional car makers. They're also the world's biggest battery maker and have an overwhelming dominance in the renewable energy supply. Au lieu d'OpenAI, ils ont DeepSeek. Au lieu des NVIDIA HCent, ils utilisent les Huawei Ascend. Au lieu de Windows et Linux, ils utilisent Harmony OS. Et au lieu de dépendre uniquement du charbon et du gaz, ils utilisent désormais l'énergie renouvelable produite dans le désert de Gobi. Les sanctions américaines étaient censées tuer ces entreprises chinoises,
Mais elles ont plutôt agi comme un vaccin. Elles ont rendu le secteur chinois malade pendant 1 an, mais il est désormais immunisé contre le virus américain. Et maintenant, en 2025, les États-Unis ont de nouveau essayé de vendre des puces NVIDIA à la Chine en pensant qu'ils pourraient rendre la Chine dépendante de la technologie américaine. Mais cette fois, les Chinois ont dit « non, non, non. Nous ne laisserons pas un autre virus américain entrer dans notre écosystème. » Ils refusent donc pratiquement les puces NVIDIA parce qu'ils ont leurs propres puces. La morale de cette histoire est la suivante. Les États-Unis pensaient mettre la Chine en cage, mais la Chine a construit un nouveau monde en dehors de la cage et elle s'apprête maintenant à exposer cette technologie au monde et à emmener la moitié de la planète avec elle. Cette histoire folle comporte 3 leçons très importantes pour l'Inde. Leçon numéro 1. Si vous êtes une nation faible sans scientifiques ni ingénieurs, une sanction peut vous paralyser. Mais si vous êtes une nation forte avec des ingénieurs et des scientifiques de classe mondiale, la même sanction agira comme un vaccin et vous donnera une superpuissance. Deuxième leçon, quand la survie nationale prime sur les profits, une révolution émerge. Dans ce cas, pendant que l'Amérique se battait pour les profits trimestriels et le cours de ses actions, la Chine se bat et continuera de se battre pour sa survie nationale. Et enfin, dans tout jeu qui consomme beaucoup de ressources, celui qui contrôle l'énergie aura toujours un énorme avantage sur les autres. Aujourd'hui, la Chine produit environ 5 fois plus d'électricité que l'Inde. Elle produit même plus d'électricité que les États-Unis, l'Inde et l'Union européenne réunies. La question est donc, comment l'Inde va-t-elle faire face? C'est la question que nous devons poser à nos dirigeants. Je vous laisse avec cette réflexion. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Si vous avez appris quelque chose de précieux dans cette étude de cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour faire plaisir à YouTube. Et pour plus d'études de cas commerciales et politiques aussi éclairantes, abonnez-vous à notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Au revoir.